moi à l'école de me recevoir aujourd'hui. Je crois que je suis très contente de pouvoir vous présenter le projet Gaillette. Et l'idée, donc, en termes de programmation de la conférence, c'est de commencer par se présenter nos démarches respectives, pour ensuite venir à ce projet commun. Et je vais commencer. Est-ce que vous nous entendez là, au fond de l'amphi, ou pas, quand on parle? Ah bien, ok, super. Allez, bonne acoustique. Et donc pour ma part, en tant que designer, je travaille sur la notion de la mémoire des lieux à travers la collecte et la réutilisation in situ des déchets architecturaux. Donc pour le dire autrement, je m'intéresse à comment garder trace d'une architecture qui est sur le point de disparaître par le recyclage, le réemploi de ces déchets pour participer au renouvellement des lieux. Et donc de façon très concrète, lorsque dans un projet d'architecture, certains matériaux sont destinés à être jetés, sont destinés à la benne, je propose d'en réintroduire certains sur site sous une autre forme, en les adaptant au cahier des charges et aux usages du nouveau projet. Et donc la matière est identifiée en général en amont du chantier, elle est prélevée pendant le chantier, elle est transformée et elle est réintroduite sous forme de nouveaux matériaux qui, par leur coloration, leur texture, leur poids, font écho à l'histoire du site, à son passé, mais aussi à sa transformation récente. Et en architecture, il existe justement toute une tradition et une littérature consacrée aux liens qu'entretiennent mémoire et édifice. Et dans cette veine, il y a un concept archéologique que j'aime beaucoup et qui est celui donc de l'anastylose, qui consiste à reconstituer un édifice à partir de ses ruines, soit par la projection mentale, soit par la construction directe, soit par le dessin, et c'est ce qu'on voit donc à l'écran. Et en parallèle, il y a une autre idée, un autre concept qui m'intéresse et qui est un peu en miroir avec celui d'anastylose. C'est celui de se dire qu'à partir d'un fragment, d'un détail d'architecture, on peut déployer mentalement par métonymie des espaces immenses qu'on ne peut pas emporter avec soi ou qui ont disparu. Et donc à partir d'un fragment d'architecture, on va pouvoir se remémorer un lieu. Et dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse plus spécifiquement à la notion de mémoire bâtie dans l'ensemble du chantier de démolition. Et ce qui me permet finalement de m'intéresser, pardon, je me suis trompée de diapo, ce qui me permet d'approcher le bâti et la mémoire bâtie à travers une approche déconstructive de fragmentation, qui me fait passer donc de l'échelle de l'édifice à celle des matériaux, voire des gravats. Les gravats, ce sont donc d'anciens matériaux architecturaux qui se caractérisent par un aspect fragmenté, dégradé et composite. Et toujours dans cette dimension mémorielle, je propose de considérer ces gravats, donc ces décombres et leur accumulation dans l'espace, comme un marqueur historique lié à la période qu'on est en train de vivre, qui est donc l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, c'est cette nouvelle période géologique dans laquelle nous sommes entrés, qui marque l'influence durable des activités humaines sur la Terre, et ce jusque dans ses strates, et de façon extrêmement néfaste pour le vivant. Et donc pour faire ce lien, je reviens au début de l'Anthropocène, ou en tout cas est-ce que aujourd'hui on considère comme étant sa grande accélération, qui est datée par les spécialistes à 1945. Et c'est une période qui coïncide avec la marginalisation des techniques de réemploi, des techniques séculaires de réemploi, et la systématisation des techniques de démolition, avec l'arrivée de nouveaux outils qui sont issus de la reconversion civile de l'arsenal militaire sur les chantiers d'après-guerre, comme le bulldozer. Et il y a aussi autre chose, c'est la mise en pratique des théories de la tabula rasa sur les chantiers de la grande reconstruction. Et c'est ce qui est illustré ici à droite. Et lorsqu'on étudie actuellement la trajectoire des déchets architecturaux ou du BTP en général d'un point de vue géographique, on s'aperçoit qu'ils sont invisibilisés et rejetés en marge des métropoles dans des activités d'enfouissement, soit dans des décharges, des déchetteries, c'est ce qu'on voit donc en vue aérienne à l'écran, soit à travers des travaux de BTP de valorisation qui se limitent généralement à du remblayage de carrières et à la réalisation de sous-couches de voile. Et aujourd'hui, on considère que ces activités d'enfouissement contribuent à l'émergence de nouvelles unités stratigraphiques qui fournissent un signal suffisamment fort et étendu pour être considérées comme l'un des faits majeurs de l'Anthropocène.
Et dans cette perspective de réunir d'un côté une mémoire globalisée, mondialisée, avec cette strate géologique en formation, et de l'autre cette mémoire spécifique à un lieu qui est individualisé, il y a 2 références que j'aime beaucoup. Donc à gauche, c'est 2 images de projets du collectif Amateur Studio, un collectif chinois qui a été fondé par Lu Wenyu et Wang Shu, que vous connaissez peut-être, et qui travaille avec la technique du wapan, qui est une technique traditionnelle rurale, utilisée pour reconstruire une maison très rapidement après un typhon. Et eux l'appliquent sur des projets d'envergure et ils utilisent des déchets issus de l'urbanisation qui agit de façon plutôt virulente dans certaines régions de la Chine, et ils l'appliquent en motif en façade. Et l'autre projet qui est à droite, celui-ci donc il est moins récent, il date des années 50, donc du début de l'ère de l'Anthropocène. Et il s'agit donc du travail de Dimitris Spikionis, qui est un architecte et paysagiste grec, qui a réalisé le pavage qui mène à l'Acropole à Athènes, l'aménagement paysager, et qui est constitué d'un dallage de marbre issu de chantiers de démolition qui avaient lieu dans le centre-ville d'Athènes, puisqu'au moment où le Premier ministre grec souhaitait valoriser l'architecture antique, le patrimoine antique, il y avait tout un travail de modernisation des infrastructures grecques et de la ville d'Athènes. Et donc on a rasé toute une partie de villas du XIXe siècle. Et donc Dimitris Spikionis et ses équipes allaient sur ces chantiers, récupérer des matériaux. Et parmi ces marbres, il y avait donc les spolias, les récupérations des Grecs modernes sur le site de l'Acropole avant sa protection. Et du coup, effectivement, j'aime beaucoup cette relation à qu'est-ce qui fait patrimoine, qu'est-ce qui n'est pas patrimoine, et à quel point les choses évoluent en fonction des époques. Et pour ma part, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet pendant mon année de diplôme à l'École des Arts Décoratifs de Paris, où j'étudiais le design textile et matière. Et à l'époque, j'allais sur des chantiers de façon un peu opportuniste, autour de l'école ou sur mon chemin, et je glanais des revues sur des talus. Et j'étais partie d'un constat qui était de se dire que si on décontextualisait complètement un bâtiment de son environnement, on pourrait, par l'étude savante de sa composition matérielle, en déduire son époque de construction, son lieu de construction. Et de la même manière, si on se retrouvait face à une benne de démolition d'un bâtiment qu'on aurait démoli, on pourrait restituer son époque de construction, son lieu de construction, et peut-être même sa forme à partir de ces fragments et de sa composition matérielle. Et donc, une fois que ces matériaux étaient glanés, qu'il y avait donc toute cette notion d'historicité de la matière et de manière de la situer, il y avait un deuxième temps qui était de la transformation en atelier, donc atelier plutôt de textile, avec l'idée de faire naître de ces décombres des matérialités inédites qui seraient dotées de propriétés textiles, donc une finesse, une légèreté, une souplesse, qui permettent aux matériaux architecturaux de pouvoir se mouvoir dans l'espace, qui acceptent un certain degré de déformation pour suivre les évolutions du bâti. Donc ça, c'était un projet d'étudiante avec des éléments plutôt théoriques. Et j'ai choisi donc de poursuivre ces recherches dans le cadre d'une thèse doctorale en design, donc une recherche par le design, où la pratique, l'expérimentation, l'échantillonnage sont au cœur de la méthodologie de recherche. Et j'ai fait donc 3 ans de recherche à l'ENSAD Lab, donc le laboratoire de l'École des Arts Décoratifs. Et j'ai associé cette école, ce laboratoire, à une agence d'architecture qui s'appelle SCO, et qui travaille sur des projets à des échelles très importantes, ce qui permet de développer des économies circulaires à grande échelle. Mais ce qui m'a surtout permis en fait, d'avoir accès pendant 3 ans aux chantiers et aux projets de l'agence, et du coup à leurs bennes de démolition et à leurs talus. Et en fonction donc, des différents bâtiments, j'ai pu commencer une sorte de répertoire des matériaux de déconstruction francilien, puisque donc, cette agence d'architecture a travaillé surtout en Île-de-France, où du coup on va retrouver des matériaux spécifiques en fonction des époques, en fonction de la localisation, en fonction du programme du bâtiment. Et donc, typiquement, ici, ce qu'on voit, c'est un bâtiment du début du XXe siècle, où on retrouve à la fois des matériaux qui ont été prélevés dans le sous-sol parisien, avec des pierres de taille, des calcaires, et de la meulière, et des matériaux plus industriels qui viennent d'un peu plus loin, comme de la brique. On va retrouver ici de l'ardoise,
des marbres qui viennent d'Italie, etc. et de pouvoir cartographier en quelque sorte ces matériaux pour pouvoir anticiper sur des chantiers à venir la typologie des matériaux qu'on va retrouver. Et une fois que ces matériaux étaient prélevés, il y avait tout un travail de criblage, donc de concassage et de tamisage. Où la matière, donc je parlais tout à l'heure de l'échelle, de passer de l'échelle du bâtiment à celle du matériau, à celle du gravat. Et là, on va vers des granulométries qui sont de plus en plus fines. Ce qui me permet de mettre en place une sorte de palette, enfin ce que j'appelle une palette granulométrique, qui correspond donc à la réduction progressive des gravats sous forme de grains de différentes tailles. Et pour chacune de ces fractions, j'ai découvert donc, au cours de manipulation en atelier des fonctions structurantes, liantes, colorantes. Et en parallèle, il y a un travail, donc celui de Dominique et Jean-Philippe Lanclos, qui sont deux coloristes français qui ont travaillé dans les années 90 et qui ont mis en place un concept et mis en pratique, vérifié ce concept qui s'appelle la géographie de la couleur, et qui consiste donc à déceler les particularités chromatiques des habitations traditionnelles, donc plutôt rurales, en fonction des régions, à travers donc cette harmonie naturelle qui existe entre un bâtiment et son environnement direct, liée donc à cette idée d'aller puiser, de s'approvisionner autour du chantier. Et évidemment, donc tout ce travail de palette granulométrique fait écho aussi à ce principe-là, mais il est déplacé, donc on n'est plus en zone rurale, on est en centre-ville, on est, donc je le disais, à l'ère de l'anthropocène et l'utilisation de matériaux qui peuvent venir de très loin. Et tout ce travail donc, de concassage, de tamisage et de palette granulométrique, je l'ai réalisé en collaboration avec le laboratoire de la manufacture de Sèvres, qui est spécialisé justement dans la création de colorants pour céramique. Et donc ils ont une collection historique de pigments et ils sont surtout dotés d'outils spécifiques pour réaliser ce genre de choses. Et ce travail a déclenché une autre collaboration qui était de se dire qu'on allait à partir de cette palette pigmentaire, donc les grains les plus fins récupérés dans la palette granulométrique, pouvoir réaliser des colorants pour céramique, pour porcelaine notamment, en étant dans une approche presque microscopique de l'architecture, où en plus on va devoir formuler des choses. Les colorants en céramique, c'est quelque chose qui est extrêmement précis, donc on est dans une approche de formulation chimique du matériau. Et à chaque fois, on a décliné ces différents émaux, donc faits à partir de déchets franciliens, sur des palettes différentes de céramique. Et on obtient donc des résultats différents en fonction des techniques. Et comme pour les résultats des autres expérimentations que j'ai vues pendant ma thèse, il y a cette idée de pouvoir prévisualiser les résultats en amont. Et là, typiquement, c'est ce qu'on voit à l'image, avec ces clés de lecture pour appréhender les paysages bâtis ou les textures d'un édifice s'observent donc de manière à prévisualiser les couleurs post-cuisson. Donc on a les matériaux avant des constructions et ensuite on a la palette, donc les matériaux cuits en grand feu et les matériaux cuits en petit feu. Et les couleurs qu'on obtient à chaque fois. Et dans cette même idée de transférer des connaissances d'une technique à l'autre et de pouvoir manipuler des matériaux pour les appliquer à d'autres supports, il y a tout un procédé que j'ai développé notamment pendant mon diplôme d'impression sérigraphique qui permet de déposer une fine couche de gravat à la surface d'un textile, un peu comme s'il avait été imprégné des émanations d'un chantier. Et donc c'est ce qu'on voit ici avec un nuancier de couleur à gauche et à droite on travaille autour du motif qui peut donner lieu, donc, avec la technique de la sérigraphie, à toute une autre manière, enfin une manière parallèle de traiter de la mémoire d'un lieu, en créant justement, en allant collecter des images et en venant les sérigraphier à partir des matériaux qui ont été collectés sur site. Et là typiquement c'était pour
un projet qui s'appelle Les Petites Affiches, qui est donc un immeuble de bureaux parisien qui, à l'époque, accueillait des ateliers d'imprimerie d'un journal français qui s'appelle Les Petites Affiches. Et tout le chantier de réhabilitation de SCO consistait justement à effacer toutes les traces de cette histoire-là, puisque le bâtiment avait changé d'usage. Et donc le motif qui a été fait, que j'ai réalisé en collaboration avec un graphiste qui s'appelle Rimadzi, retrace en fait l'histoire de ces ateliers d'imprimerie avec le motif de la mire qui permet aussi donc de pouvoir tester la définition des encres. Et dans le contexte de ce travail, j'ai été amenée aussi à travailler sur des matériaux d'excavation, des choses qu'on va retrouver dans les sous-sols, puisque souvent quand on construit, ou même dans le cadre de réhabilitation, il arrive souvent donc qu'on excave des terres, notamment pour construire un parking par exemple. Et là, c'était donc pour un projet pour la construction d'un complexe sportif à Clamart, qui va nécessiter donc l'excavation de 200 000 m3 de terre, qui représente donc l'équivalent d'une salle d'athlétisme, d'un bowling, etc. Et c'est une décision des architectes pour pour conserver la perméabilité entre le centre-ville de la ville de Clamart et la forêt qui l'envisage. Et donc il y avait tout un travail à réaliser en amont du chantier. Et pour cela, on allait récupérer les carottages géotechniques qui avaient été réalisés plutôt pour contrôler la structure du bâtiment en fonction du terrain. Et ça m'a permis surtout de pouvoir expérimenter et tester des matériaux à partir de carottages en travaillant par stratigraphie. Et en l'occurrence, sur le site, on va retrouver ce qu'on appelle des remblais anthropiques qu'on va retrouver sur la plupart des chantiers, en dessous des sables de Fontainebleau, qui est une strate qu'on va retrouver en Île-de-France, et puis des marnes à huîtres, qui est une matière très argileuse. Et à partir de ça, j'ai pu formuler des matériaux avec Amaco, donc aux grands ateliers d'Île d'Abo, en allant chercher donc des marnes à huîtres qui sont très argileuses dans les strates les plus profondes, en prenant des sables pour structurer le matériau et en travaillant des pisés, des enduits, etc. Et ça a donné lieu donc à plusieurs développements sur le chantier, notamment en travaillant en collaboration avec Saint-Gobain et Weber. Donc Weber, c'est une entreprise qui produit des enduits de façade industriels, et justement à l'époque ils ont travaillé avec les Lancleux, donc les deux coloristes que je présentais tout à l'heure, pour avoir une gamme régionale, mais à chaque fois ils utilisaient des pigments de synthèse. Et donc là l'idée c'est de travailler un matériau semi-industriel en apportant un liant sur site et en allant tamiser les terres qui sont présentes et en traitant donc un enduit projeté en façade. Et ça c'est un troisième et dernier projet que j'ai réalisé avec SCO. C'est un projet qui a été livré en fin 2021. Et c'était donc pour la réhabilitation d'un immeuble de bureaux à Issy-les-Moulineaux. C'est un bâtiment qui a été conçu par SCO à la fin des années 90. Et là, la commande était de nouveau, et SCO devait de nouveau retravailler sur ce projet et le réhabiliter. Donc il y avait des enjeux pour eux, justement, d'histoire et de mémoire de l'agence. Et toute la façade d'origine en granit allait être déposée pour refaire l'isolation thermique par l'extérieur. Il y avait donc tout un gisement de matière disponible qui était destiné à être jeté. Et donc mon projet a consisté à proposer un réemploi, une réutilisation in situ, et à opérer un déplacement en prenant donc cette façade et en l'utilisant comme matériau de revêtement pour la triangle centrale. Et en amont du chantier, comme pour les débris d'excavation, il fallait donc en faire des échantillons. Et donc on a récupéré des pierres qui avaient été déposées pendant l'entretien du bâtiment pour faire toutes sortes de tests, d'échantillons, de zones témoins, etc. Et il y a eu, c'est ce qu'on voit un peu à droite, un travail de déconstruction. Alors dans le cadre de mes recherches, je dis déconstruction textilienne de la façade, en se disant qu'on allait faire varier différents paramètres à géométrie variable. Donc la technique de dépose, qui allait peut-être engager certains fractionnements, différents types de capinage,
d'espacement, de granulométrie, etc. pour avoir une variation de motifs et d'ornements possible. Donc là, ce qu'on voit, c'est quelques tests, quelques échantillons, quelques zones témoins réalisés sur site. Et sur le projet, donc, on a travaillé sur trois types de matériaux. Donc on rentre dans le bâtiment, on se retrouve donc face à ces dalles qui ont été sommairement fractionnées, qui ont été liées, scellées avec ce qu'on appelle un granito, donc un béton décoratif qui est poncé poli pour faire apparaître la composition par la tranche. Et donc dans ce granito, on a incorporé des agrégats de granit. Et l'idée, c'était de pouvoir lire la première vie du matériau par ses angles, ses arêtes et ses fractionnements. Et puis plus on avance dans le bâtiment, et plus la matière se délite, et plus donc on arrive à un granito total. Et en parallèle de ce travail de recherche, je mène donc depuis 2 ans maintenant un travail en tant que designer et artiste-auteur. Et ça, c'est un projet que j'ai réalisé en collaboration avec une artiste qui travaille beaucoup en Suisse, qui s'appelle Delphine Renaud, pour un contexte un peu particulier, puisque la commande était un pourcent culturel pour une déchetterie publique municipale en Suisse, pour la ville de Gland. Et l'idée, c'était de venir travailler en façade, une façade textile, et de venir proposer un élément sur cette façade. Et en face de cette future déchetterie, il y a ce qu'on appelle une concasserie, donc un site où on concasse les déchets avant de les enfouir. Et on est allé sur ce site, on a sélectionné 5 matériaux qu'on trouvait intéressants et on les a tamisés finement pour obtenir des pigments. Et on est venu travailler cette façade avec différentes peintures qu'on a produites à partir de ces pigments. Donc typiquement, ici on a du goudron. Là, on a des tuiles. À droite, on a des débris d'excavation du chantier, donc pour faire la structure du bâtiment. On va retrouver des granites et des argiles. Et on a travaillé ce motif qui fait référence donc, à une tradition héraldique suisse de volets peints sur les bâtiments emblématiques des villes. On a retravaillé donc, à l'échelle de grands laits. Il y a un dernier projet que j'ai réalisé pour le coup toute seule, dans le cadre d'un pourcent artistique donc en France, pour la crèche du Palais de l'Alma. Donc là, c'était dans le cadre de la construction d'un bâtiment dans un bâtiment historique, dans la cour d'un bâtiment historique, donc le Palais de l'Alma. Et quand je suis arrivée sur site, les terres d'excavation avaient été évacuées, il n'y avait pas de déchets de démolition ou de déconstruction. Du coup, on allait chercher dans les caves du Palais de l'Alma des matériaux qui étaient issus des différentes restaurations du bâtiment. Et on va retrouver donc, typiquement le buste de cet homme, des marbres qui étaient issus du jambage des cheminées et toutes sortes d'éléments décoratifs, mais aussi des parpaings qui étaient là au cas où, des pans de murs en briques. J'ai fait donc une sélection parmi ces matériaux. On les a excavés, découpés, débités en tranches en partant donc, du profil de cet homme. Et ils ont été composés au sol et scellés avec un béton de site qui comprend lui aussi ces matériaux issus de l'excavation de ce qu'on appelle un dépôt lapidaire. Et je termine sur ce projet et je passe la parole donc, à Lucas et Gabriel, en espérant. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça va? Ok, très bien. Alors, merci Anna pour cette présentation. Alors, nous, on est l'atelier Faber. Alors, vous allez voir, ça, c'est assez différent. On est un architecte de formation, on a un duo. Donc, je m'appelle Gabriel Pontoiseau et c'est Luca Antonioli, on a un duo. On a commencé il y a quelques années, en 2019. Donc, on est à l'échelle d'une agence d'architecture, de la pratique, on est très jeune. Et voilà, et on est donc architecte de formation et enseignant en école d'architecture aussi, à l'école de Paris-Belleville et de Paris-La Villette.
Pour vous parler un peu de ce qui nous intéresse, on va s'appuyer sur les 2 premiers projets qu'on a réalisés, qui sont des projets d'abri et de cabane. En fait. C'est un peu des projets qu'on a réussi à avoir au début, en 2019. Et ensuite, on s'appuiera, on détaillera 2 projets. Donc le projet qu'on a fait au Festival des Ortillonnages à Amiens, et un plus récemment dans la cour d'honneur d'un musée à Reims, qu'on a réalisé l'année dernière. Alors voici les 2 premiers projets, les projets d'abri, c'est ce que je disais. Ce qui nous intéressait quand on a commencé, c'était de pouvoir travailler à une petite échelle. Parce qu'auparavant, on avait travaillé dans des agences d'architecture en France, en Suisse, au Japon, sur des projets de taille variée. Et ce qui nous intéressait, c'était de revenir à des choses assez essentielles, assez premières. Et ces projets d'abri en étaient à l'occasion. Ils nous permettaient de travailler une question qui nous intéressait d'un point de vue théorique, c'était les questions un peu de l'origine de l'architecture. Et on a pris vraiment ces 2 projets qu'on a développés en parallèle de manière assez opposée. Donc à gauche, je ne sais pas si vous souvenez, c'est un projet, on va dire, qui reprend les théories de Marc-Antoine Nogier sur l'origine structurelle de l'architecture et qui interroge la notion de poteaux, de piliers, d'éléments de charpente et qui amène des architectures à ossature, filaires, ponctuelles. Et donc cette cabane est un peu une recherche théorique sur cette question-là, et par opposition, à droite, au projet Relion, qui lui interroge les origines textiles de l'architecture, qu'on octroie plutôt à Gottfried Semper au XIXe siècle, sur l'idée que l'architecture est habillée, vêtue, protégée, et qui amène, si on pousse le raisonnement, une architecture plus massive de murs, de notion de revêtement et de surface. Et on trouvait ça assez rigolo en fait de commencer par le commencement, par la question des abris et de re-questionner le mythe de l'architecture. En plus, c'était l'occasion de travailler dans des sites soit en lien avec un environnement particulier, dans un milieu naturel au bord d'une rivière et de la forêt, ou de venir dialoguer avec des bâtiments patrimoniaux, donc avec aussi une histoire importante, intéressante. Et là, c'était à côté d'un prieuré au haut d'une colline. Un autre, donc c'est des cabanes qu'on a réalisées nous-mêmes, ça s'est fait on va dire un peu comme ça, mais c'est une dimension qui nous intéresse beaucoup, l'autoconstruction aujourd'hui, parce que ça donne une limite à notre travail. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser des choses assez rudimentaires, qu'on va être capable de fabriquer nous-mêmes. Et ça introduit aussi la notion de geste, c'est-à-dire que les éléments de poteaux ici, on les a juxtaposés. C'est une addition de poteaux. La juxtaposition, ça fait la mise en œuvre de l'espace. Et à droite, l'idée de vêture, d'un habillage. On est venu habiller cette structure, on est venu pas la capoter, mais la vêtir, à la fois de bois, et puis après d'une toile de jute badigeonnée à la chaux. Donc c'est une dimension qui est importante pour nous. Et tout ça, bien sûr, au service, en tant qu'architecte, de la fabrication d'espace. Donc c'est fabriquer un espace, un parcours, des cadrages sur un paysage aussi, qui peut amener à voir différemment l'environnement, apporter un autre regard sur une construction, un paysage aussi, un environnement. Et c'est vraiment, à travers l'espace, c'est plus le vide qui nous intéresse quasiment, la fabrication de cet espace qui est au centre un peu de notre travail. Donc évidemment, on a développé des outils et la question de la méthode de travail et des outils nous intéresse beaucoup. Je pense que vous faites aussi ce genre d'objets, des maquettes. On a basé toute notre conception du projet autour de la fabrication d'objets concrets, matériels, avec des maquettes à toutes les échelles, une maquette qui étudie justement cette question de geste et qui vérifie les effets produits aussi. Et donc que ce soit des maquettes constructives, des prototypes à l'échelle 1 pour aussi anticiper le chantier puisque c'est nous qui allons réaliser les installations. Donc voilà, c'était un petit panorama assez rapide un peu des points qui nous intéressaient. Alors maintenant on va parler du projet des ortillonnages à Amiens qu'on a réalisé en 2020. Donc c'était suite à l'année du Covid. On était en plein Covid, au moment où on a fait le concours. Donc on était dans ce moment un peu de questionnement aussi sur notre rapport au monde, de questions écologiques, et c'est vrai que c'était un sujet qui nous a tout de suite intéressé. On l'avait déjà tenté quelques années auparavant, et voilà, c'était le moment où on s'est dit qu'il faut qu'on retente parce que
ça avait du sens à cette époque pour nous. Et on a découvert ce site des ortillonnages, c'était un petit matin d'automne, du coup en barque on est allé sur ce site assez magnifique, comme le disait Marianne. Et c'est vrai qu'on a été vraiment touchés par cet espace. Et donc, comme le disait Marianne, c'était des marais avant, et au Moyen-Âge, les hommes ont commencé à creuser des canaux, des rieux pour assécher, drainer cet espace et en faire un espace maraîcher qui arrivait à nourrir toute la ville d'Amiens et puis sa périphérie et son environnement. Donc c'était des milliers d'hectares. Et aujourd'hui, quand on y va, c'est vrai que ça s'est réduit un peu comme peau de chagrin. Ça fait une 150aine d'hectares, alors que déjà 286. Il faut être très précis. Donc ça fait 286 hectares, mais au début du XXe siècle, ça en faisait 3000. Et donc c'est vrai qu'on ressent en fait cette fragilité du milieu qui est due à l'extension des villes, de la ville d'Amiens, qui est venue grignoter sur les terres agricoles, à la disparition de la culture maraîchère et donc de l'entretien de ces rieux et de ces îles. Et c'est ce thème-là, nous, en tant qu'architecte, qui nous a intéressé, la question de l'artificialisation des sols et le fait que les villes se développent, elles prennent sur les terres agricoles. On le sait aujourd'hui, c'est un peu une catastrophe écologique de perdre ces sols naturels. Parce qu'en France, on perd chaque année entre 60 000 et 80 000 hectares de terres agricoles, de terres naturelles, ce qui équivaut à un département tous les 10 ans. Et si on le ramène à la seconde, nous, c'est cette surface qui nous intéressait, c'est 20 mètres carrés par seconde. On perd 20 mètres carrés de sol naturel par seconde. Et ça a été le point de départ du projet, c'était comment à faire ressentir ou donner à lire ou faire comprendre ce phénomène en cours aux visiteurs. Donc ça c'était le point de départ, c'était cette surface de 20 mètres carrés. Après, comme élément pour travailler, pour fabriquer cet espace, on a cherché l'élément le plus commun qu'on retrouve dans les ortillonnages. Ce sont ces planches de bois qui viennent justement renforcer et supporter les îles. Les îles et les zones maraîchères entre les rives. C'est un élément très très commun qu'on retrouve partout. Et on s'est posé la question à partir de ces planches, comment les mettre en œuvre plus simplement avec un geste qui serait l'empilement. Et c'est une technique aussi assez traditionnelle et archaïque de l'architecture, qui est le bois empilé à mi-bois. Toutes les fermes, vous avez dans l'architecture vernaculaire des montagnes, des chalets, c'est cette manière de faire, et qu'on a développé. Donc que cette planche fabrique à la fois l'espace, serve de structure, et tienne ce lieu de 20 mètres carrés. Donc on est venu développer, donc il fait aussi la toiture de l'espace. Donc là vous voyez la maquette, comment elle nous sert aussi à anticiper le geste, le chantier, la lumière, la perception qu'on aura de cet espace. Et voilà l'objet qu'on avait l'intention de réaliser aux ortillonnages de cet espace de 20 mètres carrés. On a aussi fait beaucoup de prototypes pour tester l'assemblage, des proportions des espaces aussi à l'échelle 1. Car à la fin, ce qu'on produit, c'est un objet physique, et donc pour être sûr de maîtriser tous les effets, ça peut être recherché. On est obligé de passer par cette étape du prototype et de l'échelle 1. Et en même temps, en lien avec le scieur qui allait découper, il fallait être sûr que l'assemblage allait bien se passer et qu'on n'allait pas avoir de soucis. Donc ça, c'est encore un peu de méthode de projet, mais ça nous semblait important. Et puis, voilà, après c'est lancé le chantier, donc c'est un chantier qui a duré à peu près une semaine, ça s'est bien passé. On a évacué beaucoup de terre pour faire les fondations qu'on a remis sur le côté. Donc là vous voyez la terre noire des ortillonnages, c'est une terre extrêmement fertile puisqu'en fait c'est la vase qui servait pour drainer le site, mais aller chercher la base. On l'a ramenée sur les îles, c'est cette terre-là qui enrichissait le sol avec plein de matières organiques, et du coup c'est une terre très très fertile. Donc le pavillon, c'est un carré, c'est une forme euclidienne assez pure, qui est une subdivision de carré à l'intérieur qui fait la toiture. Elle est orientée sud-nord-est-ouest, la trame de la structure, donc c'est une forme d'abstraction par rapport à un site naturel, une géométrie euclidienne très très forte. Donc quand on arrive et qu'on s'approche du projet, on voit un peu cette forme un peu énigmatique d'un pavillon avec une porte, et puis le rappel avec des planches qui forment la berge du site.
ces éléments de renfort un peu par analogie. On a travaillé avec cette image un peu par analogie pour fabriquer le projet. Là, ce que vous voyez, c'est des renforts, ça sert de contrefort un peu au projet pour contreventer la structure. Ça, c'est au petit matin, c'est la lumière qui arrive au petit matin, plein est, et qui vient frapper ces renforts de structure, et qui font aussi du coup modé nature, qui apparaissent comme des éléments presque de décor, et alors qu'ils ont une fonction purement structurelle. Et la lumière qui vient jouer dessus, et puis qui toute la journée va tourner autour du pavillon et qui va changer sa perception au fur et à mesure de la journée. Et donc le visiteur, au cours du parcours de cette œuvre, peut on espère, il va se rendre compte du phénomène en cours, que chaque seconde, la surface du pavillon qui est parcourue est grignotée par l'urbanisation et par les loups. Enfin, il y a un rapport au ciel qui est hyper important, parce que le pavillon cadre sur le sol et le ciel, laisse passer l'air, la pluie, le vent. Donc on s'abstrait de son environnement naturel, on est à l'intérieur de cet espace, en lien avec juste ces quelques éléments. Et donc du coup, il y a aussi un sentiment d'intériorité très fort, et puis quand on ressort à l'extérieur, on redécouvre tout le site et l'aspect naturel de cet espace. Et là, voilà, c'est à la fin du chantier, le soleil est arrivé sur la structure, et donc on a redécouvert tout ce jeu d'ombre et de lumière qui change constamment dans cet espace, et qui produit ces effets qu'on avait un peu anticipés en maquette, mais qui étaient encore plus forts quand on a redécouvert à la fin. Donc c'est toujours une petite surprise assez agréable à la fin du chantier. Voilà, et là on va juste vous parler d'un deuxième projet, un peu sur les mêmes thématiques, avant aussi sur les questions écologiques, qu'on a réalisé l'année dernière dans la cour d'honneur d'un musée à Reims, dans la ville de Reims. Donc ça, c'est la cour d'honneur, c'est l'abbaye Saint-Rémy. C'est une abbaye qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un bâtiment assez extraordinaire avec une cathédrale, une basilique où étaient couronnés les rois français à l'époque. Et ils ont cette cour d'honneur avec une façade classique, donc c'est un bâtiment qui a, comme beaucoup d'abbayes, qui a connu beaucoup d'additions et d'extensions successives au cours du temps et de l'histoire. Et ils ont cette cour d'honneur où ils ne savent pas vraiment quoi faire, c'est un couteau de parking alors que c'est l'entrée du musée. Et donc ils ont eu l'idée de lancer un concours pour une installation d'une œuvre d'art monumentale dans cet espace, avec pour thématique de re-questionner la place du musée dans son environnement. C'est une thématique très large, très ouverte. Et nous, ça correspondait à un moment, enfin, cet appel à la candidature est arrivé à un moment où Reims, quelques mois avant, avait connu plusieurs inondations successives dans le centre-ville de Reims. Et ils ont connu des montées d'eau l'été. Et en même temps, en Allemagne, il y avait des inondations aussi qui avaient fait pas mal de morts à des endroits où on n'y attendait pas. Et qui étaient dues aussi, justement, à une sorte l'agriculture intensive qui avait fait des grandes parcelles et qui a asséché la terre, et l'eau, au lieu de s'infiltrer dans le sol, elle ravine et elle crée des inondations. Et donc c'est un sujet, tout de suite on s'est dit, on peut essayer de faire le lien avec ça, et surtout quand on regardait la carte de Reims un peu moyenâgeuse, et donc il y a une carte encore avant, au moment de la construction de Saint-Rémy, l'abbaye était au milieu d'un marais, et travaillait énormément avec ce marais. C'est un musée d'art et d'histoire. Dans ce musée on retrouvait beaucoup de maquettes d'architecture aussi antiques, qui étaient faites de toitures de chaume, et donc qui étaient faites avec des roseaux qui étaient issus du site des marais de la Bède, vous pouvez voir ici. Et donc ça faisait partie de la culture et de la tradition de construire à base de roseaux. Et ces marais ont totalement disparu aujourd'hui, et les inondations que connaissent Reims sont aussi dues à ça, c'est-à-dire que c'est une des communes les plus artificialisées de France, avec un sol imperméable le plus important. Donc quand la pluie tombe, aujourd'hui on sait qu'on connaît des épisodes de pluie de plus en plus intenses, et les canalisations de la ville ne sont plus aptes à digérer ces arrivées de pluie intenses. Donc du coup elles se bouchent, et ça crée des inondations en centre-ville. Donc on a voulu aussi, encore une fois, un peu comme sur le projet d'avant, sensibiliser les gens à ces questions. Et cette fois-ci, pour ce projet, on est parti du roseau, qui pour nous devait travailler avec cette matière, puisque c'est la plante emblématique des marais.
et qui est ancré dans l'imaginaire collectif. Et nous, en tant qu'architectes, c'est vrai que ça renvoie à la toiture de chaume aussi, qui est quand même une architecture vernaculaire qui nous intéressait. Et donc là, c'est une photo des bottes de roseaux qui sont coupées par les seigneurs. Les seigneurs, c'est ceux qui coupent les roseaux, qui entretiennent les marais. Il faut couper régulièrement, c'est une matière renouvelable chaque année. Et ces photos, elles nous ont vachement intrigués, donc ils les croisent, parce que c'est des éléments coniques, donc pour pas que ça tombe, ils sont obligés de les croiser. Et nous, on s'est dit, bon, on va essayer de travailler avec cet élément, mais de travailler sur ce côté biface, on va dire, de la botte de roseau. Donc d'un côté, vous avez les pieds de la botte, ici, qui ferait une surface un peu massive, un peu homogène. Et puis de l'autre côté, il y a des fleurs de roseau qui feraient une autre surface. Et du coup, on avait récupéré quelques bottes, on a commencé à les poser les unes à côté des autres. Et en fait, c'est des éléments coniques, la botte de roseau. Et donc, quand on les pose l'un à côté des autres, ça a décrit un arc de cercle. Donc, la forme la plus naturelle pour accompagner cet élément, c'était l'arc de cercle. C'était un peu... Et après, c'est l'idée de stratifier par lit les bottes de roseau pour fabriquer un espace. Donc, on a assez vite fait des maquettes pour essayer de voir à la fois à l'échelle de la cour ce que pouvait... quelle place pouvait occuper cette installation dans la cour, ses dimensions, ses proportions. Donc on a joué sur différentes échelles. Il y avait un détail qui était important, c'est comment pénétrer à l'intérieur d'un espace circulaire épais, fait de bottes de roseau d'empilement. Donc c'est pareil, ça nous arrive souvent de faire des petites maquettes très très rapides sur des sujets très précis, en papier. On voit encore le scotch, mais c'est pour poser une question, on va dire technique. Et puis, on s'est lancé dans la réalisation d'un prototype. Donc on est allé chercher des roseaux, on les a rebottés, on a refabriqué les bottes nous-mêmes pour... voilà, c'était assez expérimental comme projet, c'était des techniques constructives inconnues. Et puis la grande question, c'était comment faire pour pas que les roseaux plongent vers l'intérieur, puisque c'est des éléments coniques. Donc on a dû inventer une structure cachée à l'intérieur, on croisait, sur chaque lit, on mettait une structure pour éviter que les roseaux plongent vers l'intérieur. Et puis il y avait aussi, ils ont été liaisonnés de manière triangulaire pour éviter, pour que ça reste rigide. Et on faisait des tests aussi sur l'habillage de la porte. Ça c'est un Photoshop, et c'est fait à partir d'un photomontage de différentes maquettes pour voir comment habiller cette porte. Et puis on s'est lancé dans la construction qui s'est aussi bien passée. Et donc là vous voyez les bottes de roseau ont été livrées par camion, c'était des gros packs de bottes qu'on ouvrait, qu'on répartissait autour de la structure. Et puis lit après lit, on montait par empilement toutes ces bottes. La bonne surprise par rapport au prototype, c'est que toutes les bottes étaient un peu différentes de roseau. Elles étaient un peu mélangées par rapport au territoire dont elles avaient été issues. Donc chaque botte avait des nuances différentes. Donc ça crée une texture, un camailleux de marron, un peu jaune, assez intéressant. Et sous la pression, les bottes se déformaient pour former des formes hexagonales, donc comme des nids d'abeilles, ce qui renforçait l'aspect massif du mur. En fait, ça fait comme un appareillage de mur archaïque, très très puissant, très très fort dans cette forme circulaire. Et puis quand on rentrait à l'intérieur de l'espace, il y a cette épaisseur du seuil avant de rentrer à l'intérieur qui venait nous abstraire du monde extérieur aussi par le son, puisque c'est extrêmement isolant comme matière. Et donc il y avait un moment où on n'entendait quasiment plus rien quand on était dans l'espace de cette porte. Et puis l'espace intérieur avec les fleurs de roseau, du coup, donc une paroi totalement différente, vivante, parce que le vent, là vous ne l'avez pas, on aurait pu faire une vidéo, mais les fleurs bougeaient au vent avec le bruit du vent dans les fleurs de roseau, on pouvait toucher aussi. Et donc aussi une paroi était difficile à définir dans sa profondeur, parce qu'il y avait des ombres, des profondeurs, voilà, donc ça tranchait vraiment par opposition à la surface extérieure. On a dû démonter cette œuvre avec le papyrène, c'était une œuvre éphémère. Et le roseau a été récupéré à la fin par une société basée dans la Brenne qui fabrique des matières plastiques à base de roseau, donc sans pétrole. Donc des matières, on va dire, plastiques et écologiques, et qui réduit le roseau en poudre pour
faire la charge du gland pour fabriquer ces matières. Donc il n'y a pas de déchets, on va dire, à cette installation éphémère aussi, et ça c'est un élément qui est extrêmement important pour nous, de ne pas générer de déchets aux œuvres et qu'il y ait une seconde vie ou un réemploi à ces œuvres. Voilà, on a terminé, mais un peu plus court. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. On va enchaîner. Ouais, alors du coup, voilà, là on vient de se présenter, maintenant on va vous parler du projet Gaillette. Donc juste pour faire un rappel, Marianne, elle est venue, Marianne et Art et Jardin nous a contactés pour faire ce projet Gaillette pour la ville de Rennes. Donc c'est une association de la commune de la ville de Rennes, c'est la volonté de la ville et de Art et Jardin de faire cette installation. Et tout de suite, nous, on a voulu, on connaissait Anna, on connaissait son travail, et on s'est dit, bah voilà, c'est l'occasion de faire un projet en collaboration avec elle. On a des approches assez complémentaires, et du coup, voilà, on voulait travailler ensemble. C'est un projet qu'on a mené ensemble. Le bassin minier, il a été classé au patrimoine de l'UNESCO en 2012. C'est vrai que cette histoire des mines, je pense que vous la connaissez, sûrement peut-être même mieux que nous, je sais pas trop. Donc il y a eu cette exploitation minière. Et puis dans les années 80, en gros, l'exploitation s'est arrêtée. Et il a fallu quand même plusieurs années on va dire, de digestion pour ces territoires avant de se réintéresser à ce patrimoine. Pendant longtemps, on les a transformés, on les a transformés en parcs, en habitation. On n'en parlait plus trop de cette exploitation minière. Et depuis 2012 et encore plus récemment, il y a cette envie de revaloriser ce patrimoine, de cette histoire qui est là, qui fait partie de l'histoire de ces lieux. Et du coup, cette œuvre Gaillette, c'est un peu peut-être une œuvre pas pionnière, mais c'est une des premières dans la région du Nord. On a eu pas mal autour de Lens. Oui, il y en a 4 actuellement qui existent et 5 en réalisation. Effectivement, plus centré vers Lens, là, vraiment. Donc, ce serait une des premières du département du Nord. De comment, avec une installation artistique ou paysagère, revaloriser un site, un patrimoine. Et donc, nous, on a découvert ce site aussi l'année dernière, du coup. Et on a tout de suite été extrêmement touché, extrêmement sensible à ces paysages. Donc, une des particularités de la commune de Réal, c'est qu'elle est au milieu d'une forêt millénaire, et l'exploitation minière s'est faite à l'intérieur de cette forêt. Là, il y a le puits Sabatier. Et donc, du coup, c'est assez impressionnant de découvrir ces terris qui sont recouverts qui sont boisés aujourd'hui, et cette grande forêt, cette grande étendue, et ces drèves qui parcourent la forêt, qui étaient les voies des chemins de fer qui venaient chercher le charbon, qui le transportaient. Donc, on a été extrêmement sensible à la structure de ce grand paysage. Et puis, à l'échelle, on va dire, plus humaine, on a été aussi très touché aux textures de ce site, donc au sol, avec tous les différents schistes. On pouvait voir le schiste noir très présent sur le site, évidemment un peu partout, les éléments de charbon qui affleuraient au niveau du sol, la structure paysagère, des arbres, des bouleaux. Les bouleaux, c'est des plantes qui ont colonisé les terris, parce que c'est des plantes colonisatrices qui ont besoin de peu de choses pour pousser, et sur les terris, quand vous voyez les terris, il n'y a que les bouleaux qui poussent dessus. Donc ça a tranché aussi avec le blanc des arbres, la végétation, et quelques éléments un petit peu ponctuels, dont le chevalement sabatier, qui est le seul chevalement qui reste aujourd'hui comme trace de l'exploitation minière sur le site. Donc, en lien avec cette approche un peu sensible, on a complété ça par une approche historique. On est allé au centre historique des mines de Leeuwarden, qui regroupe beaucoup de documents du contrôle de charbonnage de France, etc., qui a plein de documents sur cette histoire. Donc ça, c'est le terri que on avait vu juste avant, c'est la mine Sabatier, avec le chevalement ici qui a été conservé. Et tout le reste, aujourd'hui, a été détruit. Il ne reste plus rien à part ces terris et le chevalement. Et plus aucune trace n'est visible aujourd'hui. Donc, ça nous semblait important de comprendre cette histoire, toutes ces transformations,
s'est aussi renseigné avec l'UTAM-Nord, le BRGM, c'est l'organisme qui s'occupe de la gestion aujourd'hui de l'après des mines et qui font les contrôles de sécurité et qui regardent tout ça. Et donc ce qui nous a fascinés vraiment, c'était à la fois le monde visible qui restait, donc les chevalements, le chevalement et les terris, donc avec leurs proportions, leurs dimensions, leur diamètre extrêmement large, leur hauteur. Et puis ce monde souterrain des puits qui ne sont plus visibles, qui n'a jamais été visible, et en fait on voit que les puits pouvaient descendre jusqu'à 750 mètres de profondeur, etc. Donc c'était ce contraste un peu entre les deux, et qui nous a fascinés. Et donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ce territoire, de cet héritage, et en réalité, les gens du coin se sont battus pour le conserver. Il y a eu des manifestations, des luttes pour conserver les terris en place. C'est ce que les mineurs nous ont raconté. Ils devaient être exploités et donc ils devaient disparaître. On devait utiliser ces pierres pour servir de remblai pour les routes. Et ces déchets des terris, ce sont des déchets de la mine. On sortait la terre du sous-sol, on gardait le charbon et tout le reste, on voulait le décharger à côté, et c'est ce qui fabriquait ces montagnes. Et donc, nous, tout de suite, on a eu cette ambition de travailler avec cette terre qui est restée, entre autres, cette terre, et de travailler avec cette matière issue du site. Et donc, on est retourné ensemble sur le site à plusieurs reprises, et on a fait un travail de collecte pour réunir la gamme de matières premières qui constituaient ce paysage rémois. Donc en l'occurrence, on a récupéré des schistes à différents points sur les différents terris pour pouvoir comparer aussi leur couleur, leur granulométrie, etc. Il y avait donc en surface, comme a dit Gabriel, des résidus de charbon, parce qu'il restait quand même ponctuellement des éléments en charbon qui n'avaient pas été prélevés pendant l'exploitation minière. Et sur le site, donc sous le chevalement, à l'emplacement des anciennes fosses, il y avait donc, ce qu'on appelle les carreaux de fosse, donc les bâtiments qui étaient en briques. On a retrouvé des documents qui montraient aussi que certaines briqueteries utilisaient ces schistes pour produire en partie des briques. Donc il y a tout un travail comme ça cyclique. Et donc on a aussi récupéré ces briques avec différentes nuances, Les cités ouvrières aux alentours étaient aussi constituées de briques, donc il y avait aussi toute cette histoire qu'on voulait tracer. Et on a fait donc cette espèce de panel et de prélèvement qu'on voit ici en image. Et ce que j'ai pas spécifié, c'est que donc sous le schiste qu'on voit ici et donc en profondeur, on va retrouver des argiles. Et donc pour le coup, on est allé dans une décharge de déblais et de décharges structurées qui avaient donc à proximité, et on a récupéré des argiles. Et à partir de ça, on a donc travaillé en décomposition du paysage, en concassant et surtout en tamisant les matériaux pour pouvoir échelonner en fonction de leur taille et s'approprier cette matière pour faire des expérimentations et proposer des matériaux de construction, notamment, qui soient réalisés à partir des éléments du site. On va donc chercher de l'argile, des schistes. Donc là, en l'occurrence, c'était un travail sur des matériaux plutôt massifs, ou des pisés. On a mélangé les argiles avec des schistes en travaillant différents mélanges. Et puis petit à petit, on est allé vers des choses de plus en plus légères, parce qu'il y avait aussi une volonté de ne pas trop endommager le site, ou en tout cas d'être sur quelque chose de léger en termes d'installation. Et donc on est allé vers des enduits. Donc pareil, on a travaillé différentes textures, différents mélanges. Et on s'est arrêté un peu plus spécifiquement sur le charbon, parce qu'il nous semblait que c'était une matière qui symboliquement pouvait faire écho aussi à toute cette histoire, et surtout c'est une matière qui nous a vachement intrigués en fait quand on l'a découverte, parce qu'elle a cette tendance à réfléchir la lumière, elle est plus légère que du schiste, et du coup c'est vrai que dès qu'on commençait à travailler sur cette collecte, il y avait quelque chose qui nous a fascinés. Et on l'a travaillé en pigment, et on a commencé donc à partir de cette gamme de matières à proposer donc
une palette de couleurs de peinture. Donc, on aperçoit un petit peu sur l'image de droite des peintures qui ont été faites avec des briques, avec de l'argile, etc. Mais on s'est spécialement intéressé à ce qui se passait avec le charbon et avec cette idée de réfléchir ou d'absorber la lumière. Oui, parce que le charbon, comme le disait Anna, il brille et du coup la peinture qui est produite en fonction de l'ensoleillement et de l'éclairage, en gros, elle va plus ou moins briller ou pas, donc ça fait des matières vraiment différentes, du gris au noir, au brillant, etc. C'était une matière, en plus la symbolique, elle nous semblait très forte. Il y avait une autre dimension qui nous intéressait, donc c'était de ne pas prendre trop de matière du site aussi. Donc de travailler une matière qui puisse être utilisée de manière assez fine et qu'on puisse étaler. Donc la peinture de charbon était intéressante pour ça. Et l'autre chose, c'est que c'est un projet participatif et on voulait vraiment pouvoir inclure aussi les habitants dans cette réalisation. Et on a défini un élément, un peu à l'image des bardeaux ici qui recouvrent une église de la cité ouvrière, la cité du Pinson, qui est faite de bardeaux. Un élément que chaque habitant pourrait peindre assez simplement par ce geste-là de peindre ou d'étaler la peinture. Et après, ça serait l'addition de ces éléments qui viendrait faire la vêture de l'œuvre, la vêture de l'installation. Donc c'était aussi le but, c'est que chaque habitant puisse intégrer ce process. Donc du coup, si on revient sur le site il se trouve vraiment entre deux terris, au pied du chevalement, donc vraiment sur le site de l'exploitation minière, des deux puits qu'il y avait à Rennes. Donc là, vous voyez la mairie de Rennes, ça c'est le centre-ville. Aujourd'hui, Rennes, il y a un élément important, c'est le parc naturel loisirs, donc c'est le grand parc de la ville. Et du coup, l'installation se trouve entre la cité du Pinson, qui était la cité où les mineurs résidaient, et le parc naturel loisirs, le long de la Drève ici, qui relie les deux parties de la ville et qui irrigue aussi le centre-ville. Donc c'est un espace paysager assez emprunté par les habitants. Voici le pied du chevalement, le site du projet se retrouverait ici. Bonjour. Et donc quand on est arrivé sur ce site, voilà, l'idée c'était de vraiment essayer de rendre visible et de faire émerger ces puits qu'on n'a jamais vus et qui sont les éléments aussi les plus symboliques et importants dans l'exploitation minière. C'est par là où transitait toute la matière et arriver à produire une expérience spatiale où les gens puissent se rendre compte de ces dimensions, de ces proportions, de ces espaces et de ces puits. Et ça a été un peu aussi le point de départ, à la fois la matière du charbon de la peinture et l'idée de faire ressurgir ces puits à la surface. Du coup, le projet incarne au travers de 4 cylindres qui reprennent les diamètres des fosses sabatier et du coigne. Et ces 4 cylindres, ils sont revêtus des bardeaux qu'on aura peints avec les habitants, les participants. Ils sont peints avec cette peinture de charbon qui est noire, donc il y a un aspect très mat et en même temps brillant lorsque le soleil arrive sur la matière. Et vous pourrez voir après, on a fait quelques échantillons ici où vous pourrez un peu apercevoir l'aspect. Et on souhaite en fait avec cette œuvre proposer aux visiteurs un peu une expérience sensible au travers d'un parcours qui est fondé par la tension de ces 4 cylindres. Et du coup, le visiteur il est invité à rentrer à l'intérieur, à pénétrer entre 2 cylindres, et il se retrouve dans un espace plutôt introverti, abstrait, où le paysage disparaît par la présence de ces 4 cylindres. Et il se retrouve alors plongé un peu dans une expérience spatiale où se confronte ce sol qui sera sombre et principalement composé de schiste, et les parois noires, mais qui se mettent à briller à chaque fois, à chaque mouvement du visiteur et à chaque apparition du soleil. Donc on prolonge un peu le chemin, et on a pensé un peu à cette anecdote que nous avait racontée un ancien mineur, où il nous parlait de ce moment où il sortait du fond des mines, et il retrouvait un peu la lumière du jour. Et un peu de la même manière, donc les visiteurs ils sortent un peu de
toujours de cette expérience, et là le paysage il réapparaît. Les couleurs réapparaissent, on sort un peu de cette couleur foncée, noire, composée de schiste et de charbon. Et donc on souhaite que cette œuvre elle touche un peu les différents sens des gens, que ce soit par la vue ou bien même par le toucher, par par cette peinture un peu étrange qui est un peu rugueuse et brillante. Et aussi de proposer un peu un parcours, une aire de jeu dans lequel les enfants pourront un peu se cacher, tourner autour. Une fois l'exposition terminée et après le démontage, la végétation aura poussé au centre des cercles, puis qu'elle n'aura pas été piétinée par les visiteurs. Et ça laissera place à des petits jardins qui reprendront un peu les formes des 4 cylindres, donc le diamètre des 4 puits. Et on pourra se promener un peu entre ces empreintes qui seront laissées au sol, et ce qui offrira un peu un nouveau point de vue sur ces dimensions, sur la présence de ces puits qui sont aujourd'hui invisibles. Donc le projet il s'insère naturellement à l'est du chevalet, de la fosse Sabatier. Donc là on a représenté en rouge les 2 puits. Pardon. Et une des intentions qu'on avait dans le projet, c'était d'avoir un impact minimal sur site. Donc pour ça, on a pensé réaliser une structure en bois qui va être enfoncée dans le sol par des pieux et qui vont être, donc ça va être ponctuel, donc on les voit représentés ici. Et les bardeaux, en fait, sur les pieux, on va fixer les planches qui vont servir de centrage, sur lesquelles on viendra fixer les bardeaux. Et les cercles, ils ont un diamètre qui varie de 3,20 m à 5 m avec une hauteur de 2,50 m. En travaillant sur le projet, on a trouvé la ressource. Et le projet il a pris une dimension symbolique puisque le bois qu'on avait trouvé est du bois issu de parcelles qui ont été plantées par les Allemands à l'entre-deux-guerres en guise de réparation des dommages causés. Et c'est une parcelle qui est située à moins de 2 km du site. Donc là on nous voit travailler avec le scieur. Et le bois, je suis désolé, le bois devait servir, il a été planté par les Allemands entre les 2 guerres et il devait servir d'étayage pour les mines. Voilà. Donc, il était destiné à renforcer la structure des mines. Sauf qu'entre-temps, la technologie a évolué et c'est passé au métal et au béton. Donc il reste ces forêts, les pins sylvestres encore, c'est une parcelle qui est à moins de 2 km. Et donc là, comment ? C'est du pin C'est du pin sylvestre. Et c'est un bois justement extrêmement souple. C'est tout l'intérêt. Enfin, on a travaillé avec ce scieur-là qui connaît très bien ce bois, justement. Et les problèmes qu'on avait rencontrés, c'est de savoir comment on fait des formes courbes avec du bois. Et justement, le pin sylvestre, c'est un bois assez résistant qui tient très bien, qui est assez flexible, qui se casse pas s'il n'y a pas de présence de nœud. Et donc on a eu l'expertise de ce scieur qui est Bruno Maqueret, qui est dans la banlieue de Valenciennes, et qui nous a aidé à travailler, à bien choisir en fait l'essence de bois et à travailler de la bonne manière. Donc à la suite de ça, si vous allez voir sur les maquettes, sur les images qu'on vous a montrées, on travaillait avec des bardeaux qui avaient des formes rectangulaires. Et en fait, vu que la place du bois a pris, qui est à gauche, et vu que le bois a pris beaucoup d'importance dans le projet, dans le discours, on trouvait ça intéressant de se dire qu'on évitait de retravailler et qu'on le laissait le plus naturel possible. Donc on a fait des tests en maquette, là c'est des maquettes au 10e, où on a essayé de garder un peu la forme du bois lorsqu'il est coupé en fait le tronc. Il reste un peu la forme périphérique du tronc qu'on voit en fait sur le côté. Et donc on a trouvé ça plus intéressant et ça marchait assez bien dans le projet. Et on a poussé le test jusqu'au prototype à l'échelle 1. Là c'est une maquette prototype qu'on a fait en mousse, qui nous a permis de vérifier
les proportions, les dimensions de chaque élément, vérifier aussi que cette coupe elle marchait plutôt bien. Et ça nous a permis aussi d'anticiper un peu le montage, de voir l'assemblage, la structure qui allait permettre de tenir ces bardeaux. Et du coup, les différentes étapes de construction sur site, ça va être d'abord d'implanter, on enfoncerait les pieux, sur lesquels on viendrait fixer les poteaux. Ensuite, c'est les planches de bois qui vont servir de centrage qui vont être fixées sur les poteaux. Puis on fixera les bardeaux sur ces planches-là. Et semaine prochaine, on va essayer de faire un prototype avec le bois, justement en travaillant avec le scieur pour vérifier une dernière fois ces différents éléments. Et on vous invite, si vous le souhaitez, à participer à un workshop qui se déroulera du 24 au 28 avril pour réaliser l'œuvre, nous accompagner un peu dans ce projet où on assemblera les éléments en bois et aussi on aura sûrement quelques bardeaux à pendre encore. Travail de peinture, il y avait peut-être un peu de mélange aussi en amont. Enfin, du coup, les différentes étapes de fabrication. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Excusez-moi, les étudiants vous contactent directement par mail ou... Oui, alors vous avez une petite fiche à ce sujet? Ouais, peut-être Ouais, on va la peut-être faire ça. formation, si, oui. il y aura une compassion de stage. Donc il y aurait une convention de stage de passer avec Art et Jardin Hauts-de-France. Ça serait idéalement pour la semaine, je pense, parce que comme ça vous pourrez voir tout le process. Il y aurait à la fois la fabrication avec nous, dans l'équipe, et puis aussi la peinture, donc de peindre ces éléments et de fabriquer aussi cette peinture. Je pense qu'on en refera aussi au fur et à mesure, donc il y aura aussi ça, un peu toutes les phases du process de fabrication, de réalisation de l'œuvre. Et pour la première année, ça compte pour un stage pour la deuxième année. Ça peut compter pour un stage.